Une guerre fait rage sur l'océan austral, l'Antarctique. Sea Shepherd, une organisation internationale dirigée par Paul Watson, fait tout son possible pour empêcher le massacre des baleines par des marins japonais. Selon les membres de l'organisation, le Japon viole les accords internationaux sur la protection des baleines. De leur côté, les Japonais affirment mener des recherches scientifiques parfaitement légales. Chacun estime avoir la loi de son côté. Voici leur bataille. Voici leur guerre. The world is a vampire sent to drain secret destroyers hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Spite of my rage, I am still desperate in a cage. Spite of my rage, I am still desperate in a cage. Dans les épisodes précédents, Confirmation visuelle du Yushin Maru 2. Ils sont à bord! C'est bien ça. La soupape PHS. On n'a pas le choix, il faut faire demi-tour. Nos volontaires ne sont pas tous des marins professionnels, mais ils sont tous là pour les bonnes raisons. Sans ces actions coup de poing, ma vie n'aurait aucun sens. Je m'appelle Todd Emco et je suis l'officier des communications. C'est la première fois que je travaille sur un bateau. Il y a 3 jours, je ne savais pas comment marchait un radar. On a compris que ce bateau nous suivait. C'est peut-être la CIA japonaise? C'est le Fukuyoshi? C'est possible. les Sea Shepherds entament une nouvelle étape de leur campagne. Mais ils ne parviennent pas à distancer le Fukuyoshi Maru qui les suit à la trace. Ils pensent que ce dernier communique leurs coordonnées au reste de la flotte japonaise. Si les baleiniers connaissent la position des Sea Shepherds, ils peuvent garder une longueur d'avance et continuer de chasser les baleines. On ne trouvera jamais le reste de la flotte s'ils nous collent au train comme ça. Ils nous suivent depuis si longtemps que je n'arrive pas à croire qu'ils sont encore là. Je n'ose même pas regarder derrière nous. Quand je les vois, ça me met hors de moi. Ils ont prévu de traverser un champ de glace en espérant que le Steve Irwin passera pour un iceberg sur le radar du Fukuyoshi Maru, ce qui permettrait de semer le navire japonais. C'est comme si on naviguait dans un champ de mines. On est en plein milieu. Il n'est pas construit pour naviguer dans la glace. Ça pourrait causer des problèmes. Même si le Steve Irwin pèse plus de 1000 tonnes, on doit se méfier des icebergs. Ils sont assez gros pour percer notre coque. Il est à 10 000 derrière. Si on en gagne encore 2, il ne nous verra peut-être plus. Je pense que son radar est limité à 12 000. Il n'a jamais été plus loin que ça. Je vais quand même le garder à l'œil. On a coupé les moteurs pour qu'ils ne nous entendent pas. Le brouillard est tombé, ce qui a réduit la visibilité à moins d'un demi-mille et on est resté immobile. C'est exactement comme ça que le Faucon Millennium a échappé à Darth Vador. On avait beau savoir qu'ils ne pouvaient pas nous entendre parler sur la passerelle, tout le navire était étrangement silencieux. On serrait tous les dents en espérant réussir à les semer. Tout moteur coupé, les Sea Shepherds se laissent dériver en silence au milieu des icebergs pour tenter de tromper le navire japonais qui les suit. Pour eux, rien ne nous distingue des icebergs qui nous entourent. On espère qu'ils vont passer devant nous sans nous voir et qu'ils continueront à nous chercher plus loin. Pour un radar, un navire parfaitement immobile se fond avec les icebergs qui l'entourent. La tension monte à mesure que le Fukuyoshi Maru se rapproche. Ne t'affole pas si tu n'arrives pas à le suivre. Je garde un œil sur lui. C'est lui? Oui. Il apparaîtra au prochain balayage. Le voilà. Le navire japonais passe enfin devant le Steve Irwin sans sembler ralentir.
Le Fukuyoshi Maru 68 est passé à 3000 de nous. Ils ont dû nous prendre pour un iceberg. La distance a augmenté, elle est de 6,9. Ils s'éloignent de nous. On est hors de leur portée. La ruse des Sea Shepherds a fonctionné. Je suis encore sous le choc qu'on ait réussi à semer le navire espion et qu'on reparte à la chasse aux baleiniers. Et tout ça grâce à une tactique de Star Wars. Maintenant qu'ils ont semé le Fukuyoshi Maru, les Sea Shepherds se remettent à la recherche de la flotte japonaise. Ils sont pile à notre sud. Les nouveaux membres d'équipage du Steverwin donnent un nouveau souffle à la mission. Pour Peter Hammerstead, le deuxième lieutenant, ils apportent un regain de motivation à la campagne pour la préservation des baleines. On a de nouveaux équipiers à bord, ils ont une énergie incroyable. Ils veulent faire le maximum pour que la mission soit la plus réussie possible. Ma femme et ma fille m'ont convaincu de m'engager. Elles m'ont dit que je devais aller au bout de mes convictions. Ma fille adore les baleines. Et elle veut que j'aide à les sauver. Les baleines sont les animaux les plus majestueux des océans. C'est à nous de les protéger, car même si la communauté internationale a édicté des lois pour leur protection, il n'y a personne pour veiller au respect de ces lois. Et c'est donc aux passionnés de s'en charger. J'espère qu'on va trouver ces enfoirés et les stopper. Mais parmi les nouveaux volontaires du Steverwin, certains ne savent pas comment mettre un canot pneumatique à l'eau. Le nouveau maître d'équipage, Dan Bebaoui, doit les former avant de les lancer sur une vraie mission. C'est un peu effrayant de travailler avec une équipe de novices. La prochaine fois, ce ne sera peut-être plus un exercice et il vaudrait mieux qu'on arrive à se débrouiller d'ici là. Mais c'est pas sorcier. Il s'agit juste de faire passer le canot par-dessus bord sans le démolir. Mais pour les débutants, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je pense en permanence à tous les dangers qui nous menacent. Quand on est sur le pont, on risque d'être entraîné par une vague. On a l'impression que le danger est toujours présent. C'est une aventure où le risque est bien réel. Va leur dire directement, ça sert à rien d'hurler les ordres. Ils n'entendent rien de ce que tu leur cries. Le canot est très lourd. Il doit peser plus d'une tonne. Quand il se balance, il est très dur à contrôler. C'était bon à l'arrière, mais pas à l'avant. Il vous a échappé parce que rien ne contrebalançait le poids de la proue. Le nouvel équipage a du mal à maîtriser l'art de mettre à l'eau les canots pneumatiques. Et les anciens s'en mêlent, ce qui crée des tensions. On sait ce qu'on fait. Je vous donne pas d'ordre. J'essaie juste de vous aider. Je sais. Ça secoue un peu, ce qui complique encore la manœuvre des Zodiacs. Trop de cerveau et pas assez de bras. Écoutez tous, gardez le silence, sauf si vous avez besoin qu'il s'arrête. À moins que la corde ne s'enroule autour de votre cou, interdiction d'adresser la parole au grutier. Ce n'est pas la bonne manière de procéder. Tout devrait être réglé avant qu'on ne commence à apprendre la manœuvre à l'équipage. Évitez de vous blesser. L'équipage est composé en grande partie de nouveaux. Mais il y a aussi Potsy qui a déjà fait tout cela autrement. Je l'ai déjà fait aussi, mais je n'ai pas les notes que j'avais prises. Ce qui ne me laisse que les quelques souvenirs qui m'en restent. Mais on va s'en sortir. Enfin, j'espère. Ils peuvent très bien être encore au sud-ouest. Si seulement l'hélico était là. Exactement. Ils devront s'appuyer sur leur expérience et sur leur équipement électronique pour essayer de localiser les baleiniers. Je viens de passer plusieurs heures à essayer de remettre en marche nos données satellites. On dispose maintenant de données météo par satellite qui sont très importantes en cas de confrontation. J'ai fait 13 000 km pour devenir pirate en Antarctique, mais je suis toujours le geek de service, enfermé dans une pièce mal éclairée, le nez sur 2 PC. La nouvelle carte des glaces. Selon la carte d'aujourd'hui, il y a pas mal de glace vers la banquise de Shackleton. On a les coordonnées des bateaux qui se trouvent par là. La carte montre un peu d'eau par ici. Ils peuvent très bien encore y chasser.
Peter Brown, le commandant en second, informe Paul Watson de la situation. C'est la banquise de Shackleton. C'est là qu'il se trouve depuis 5 ou 6 jours. Il y a un moyen d'entrer? Ça ressemble à un passage, là. Ouais, un minuscule. On est ici. On va s'approcher d'eux? Ça dépend par où on passera. On peut descendre par là. D'accord. On joue au chat et à la souris. On verra bien qui gagnera. On arrive dans la zone de prédilection du krill et du plancton. C'est là que se trouvent les baleines, et par ricochet les baleiniers. À la prochaine confrontation des Sea Shepherds avec les Japonais, Paul Watson compte leur délivrer un mandat qu'il a rédigé lui-même, légitimé par la Charte mondiale de la nature des Nations Unies. Notre organisation ne s'exprime pas par des manifestations, mais par des actions. Nous agissons selon la Charte de la nature des Nations Unies, qui dit que si les nations ne font pas respecter les lois internationales en haute mer, les organisations non gouvernementales ont le droit de s'en charger. Pour certaines personnes, Watson déforme l'esprit de la Charte. Selon elle, la Charte n'autorise pas les Sea Shepherds à s'en prendre aux baleiniers qui respectent les quotas établis par le droit international. Mais pour d'autres, les Sea Shepherds respectent la Charte à la lettre. Le problème, c'est que les lois internationales sont extrêmement floues et qu'il n'y a personne pour les faire respecter. La plupart des océans du globe sont en pleine anarchie. Si on peut faire tout ce qu'on fait en parfaite impunité et que nos adversaires peuvent aussi faire ce qu'ils veulent sans être inquiétés, c'est pour la même raison. La réticence des gouvernements à faire respecter la loi dans les eaux internationales. Alors que le Steverwin navigue vers le sud-ouest, l'équipage repère des baleines depuis le pont. Là-bas! C'était génial. On n'en avait jamais vu d'aussi près. On peut tout voir. On les entend respirer. Selon les experts, les baleines de Mink sont au nombre de 650 000 dans l'hémisphère sud. Les baleines de Mink se déplacent en groupe et sont connues pour leur nature curieuse. Elles s'approchent souvent à quelques mètres des navires, ce qui en fait des proies faciles pour les baleiniers. C'est super, non? On a souvent eu l'occasion de voir des baleines, parfois de manière incroyable. On en a déjà vu 2 à 30 secondes d'intervalle. Leur taille, leur grâce, c'est impossible à décrire. Quand on descend en Antarctique, même si on sauve ne serait-ce qu'une seule baleine, alors la mission aura été une réussite. Parce que tout bien considéré, les baleines sont bien plus importantes que l'homme pour l'écosystème. Peter Hammerstead, le 2e lieutenant, demande des volontaires pour remettre aux Japonais le mandat de Paul Watson avec ou sans soutien international. Voilà. Dans 24 heures, nous entrerons dans la zone du traité sur l'Antarctique. C'est aussi la zone où commence la chasse à la baleine et on peut s'attendre à une confrontation dans 3 ou 4 jours. Le seul moyen qu'on aura de leur délivrer le mandat sera une nouvelle fois de monter à leur bord, qu'on y soit invité ou non. D'ici demain matin, j'ai besoin de savoir s'il y a des gens qui ont envie de devenir officiers de patrouille du sanctuaire des baleines pour une journée, voire pour 3 semaines, le temps que prendra le retour au Japon pour leur remettre le mandat qu'aucun pays n'a le courage de leur remettre. La planète compte 6,2 milliards d'habitants et seules 33 personnes ont décidé de réagir contre l'un des plus grands crimes commis contre la nature. Ces 33 personnes, c'est nous. Alors serrons-nous les coudes et faisons tout notre possible pour rappeler aux Japonais toutes les raisons qu'ils ont de nous craindre. Empêchons ces enfoirés d'agir. J'ai demandé des volontaires et j'avais à peine fini de poser la question que 10 mains étaient déjà levées. L'équipage entier est prêt à tout pour défendre les baleines et arrêter leur massacre. Même si cela signifie mettre sa vie en jeu, personne ne reculera. Je me suis porté volontaire pour sauter à bord du navire japonais. À mon avis, plus on sera nombreux, mieux ce sera. Il y a toujours un risque inhérent à des actions telles que celles que nous préparons. C'est quelque chose que nous devons accepter. Sinon, autant rester chez soi devant la télé. Ça fait 8 personnes pour remettre une lettre. Ça ressemble plus à un groupe d'assaut.
Tous les volontaires veulent mettre un terme à la chasse à la baleine. Quand ils se sont engagés en disant qu'ils étaient prêts à risquer leur vie pour sauver une baleine, ils ne plaisantaient pas. Ils n'ont pas dit ça pour avoir droit à une croisière gratuite en Antarctique. Voilà la liste. Il y a 14 volontaires. C'est mieux que la cuvée précédente. Peter Hammerstade et Amber Parman ont déjà participé ensemble à de nombreuses campagnes des Sea Shepherds. Mais outre leur passion pour les baleines, ils partagent aussi un lien plus intime. J'ai beaucoup de chance qu'Amber, ma compagne, soit à bord du Steve Irwin. On s'est rencontrés aux Galapagos où l'on traquait des braconniers d'ailerons de requins. Notre histoire a commencé dans le feu de l'action. Je sais qu'Amber est extrêmement motivée pour monter sur le baleinier. Je soutiens sa décision à 100% et je pense que c'est très courageux de sa part. C'est agréable de vivre avec quelqu'un qui partage votre passion et qui se bat pour la même chose que vous. Amber est une personne très passionnée. Et je sais qu'être en première ligne pour défendre les animaux est ce qu'elle a le plus envie de faire au monde. Peter et Amber sont très mignons. On peut souvent les voir blottis dans les bras l'un de l'autre devant la télé. Ou bien Amber reste éveillée jusqu'à la fin du quart de Peter pour qu'ils puissent passer un peu plus de temps ensemble. C'est mignon. On ne tient plus en place. Exactement. On a fait tout ce chemin ensemble. Allez. Grâce à notre amour des baleines et à l'amour qui nous unit. Beaucoup de Sea Shepherds se sont portés volontaires pour aborder le baleinier japonais. Mais Paul Watson voudrait tenter une stratégie encore inédite. Tu comptes envoyer 4 femmes. Sauf si vous pensez que c'est irréalisable. Mais l'avantage, c'est qu'en raison de leur éducation et de leurs coutumes, les Japonais ne sauront pas comment se comporter avec des femmes. Paul se disait que s'il envoyait 4 femmes, les Japonais seraient complètement désemparés, parce qu'il n'y a pas de femmes à bord de leur navire, et qu'ils ne sauraient pas comment faire avec elles, en raison de leur culture. Tu deviens féministe? Non, c'est de la stratégie. S'ils nous emmènent au Japon, de quoi est-ce que la loi japonaise peut nous accuser? Entrave au commerce. C'est pour ça qu'il ne faut pas que vous ayez l'air de prendre le navire d'assaut ou de vouloir en prendre le contrôle. Il faut vraiment que vous veniez pour leur présenter le mandat et pour les stopper. Je monte pas sur leur bateau car j'en redescendrai pas. Maintenant que Paul a clarifié ses intentions, même les volontaires les plus enthousiastes se posent des questions. Je pense que les conséquences pourraient être beaucoup plus graves que la dernière fois. Et je pense aussi que nous avons le soutien de l'opinion, mais que nous l'avons déjà fait. Nous avons envoyé 2 membres d'équipage à leur bord. Le gouvernement australien a aidé à les faire libérer. Et si on recommençait, les gens risqueraient de nous prendre pour des imbéciles. L'idée de se retrouver enfermé dans une cellule minuscule pendant des semaines, le temps de rentrer au Japon ou en Australie, c'est assez effrayant. Alors que les 4 femmes se préparent à l'abordage, le seul membre d'équipage ayant vécu l'assaut d'un baleinier ne voit pas le plan d'un bon œil. Je ne pense pas qu'on réussira à les aborder à nouveau. L'objectif, c'est d'aller voir le capitaine et de le sommer de faire route vers l'Australie pour qu'il y soit arrêté. C'est une demande ou une exigence? Une exigence. Alors c'est de la piraterie. Les seules personnes qui peuvent émettre des mandats d'arrêt font partie de la police ou d'une organisation légale. Lorsque vous serez sur le pont, ils vous frapperont pour essayer de vous jeter par-dessus bord. Mais non. Ils ont tout à fait le droit de vous frapper. Non. Ils seront filmés. Du début On est seulement... à la fin. Amber, calme-toi un peu. On est seulement en train de discuter du pire scénario possible, pour que tout le monde sache à quoi s'attendre. Ça n'est pas un débat. Je pense que l'effet de surprise ne sera pas le même que lorsque Giles et moi sommes montés à leur bord. Malgré le mauvais temps qui s'annonce, les Sea Shepherds continuent de se rapprocher de la flotte japonaise. On a de nouvelles coordonnées. On va essayer de les trouver. Ils ne peuvent pas revenir vers cette tempête. Non, pas vers le nord, ni vers l'ouest, parce qu'on y est et que le temps est encore pire. Leur seule solution, c'est l'est. Mauvais temps, très mauvais. On est entre 2 zones de turbulence. La bonne nouvelle, c'est que où qu'ils aillent, le mauvais temps rend la chasse impossible pendant au moins 24 heures.
Ils s'enfuient. Ils vont vers l'est. Ils repèrent enfin un navire à l'horizon. Qu'est-ce que t'as vu? Un autre bateau. Il y a un quart d'heure, nous avons localisé une cible sur le radar. On a changé de cap pour voir ça de plus près et à première vue, cela ressemble à un navire harponneur. C'est quoi? Un harponneur. L'avant est très haut et redescend tout d'un coup. Ça ressemble à un bâtiment de chasse. C'en est un, pas de doute. Lorsque le harponneur est apparu à l'horizon, on était tous aux anges. Tu devrais venir, il y a un harponneur juste devant nous. C'est le Yushin Maru. Là-bas, juste devant nous. Je crois qu'on est bon. Peter Hammerstead avertit Paul Watson. On a un navire harponneur à 7,3 milles, Paul. Si on veut lancer l'assaut, il faut qu'on se prépare. Là-bas. Derrière nous. Intéressant. Vous devriez vous préparer. Viens, Shannon, on va s'habiller. Amber? Si c'était un harponneur, nous savions que nous devions nous préparer à monter à bord. Lorsque l'ordre est arrivé, on s'est mis à courir dans tous les sens pour essayer de localiser notre matériel qui n'était pas si près que ça. Tout s'affolait dans ma tête. Je savais que ça finirait bien par arriver. Mais je me suis dépêchée de mettre ma brosse à dents, mon dentifrice et des habits de rechange dans un sac et je suis montée sur le pont. Outre l'équipement de sécurité et leur combinaison de haute mer, les 4 femmes emportent un mandat. Rédigé par les Sea Shepherds, il s'appuie sur la Charte internationale de la nature des Nations Unies. Voilà le mandat. S'il vous plaît, l'équipe d'abordage est prête? Et j'ai toujours besoin d'un casque. Où est la cible? On les a toujours sur le radar. Ils sont à 8000. On va les poursuivre tant que le temps ne sera pas levé. Ils sont assaillis par une grosse tempête de neige. Écoutez, on va attendre que le temps se lève. Ça va s'arranger? Ouais, c'est un grain isolé. Dans 1 mille, il ne neigera plus, ce sera fini. Et on est toujours droit sur eux. Ils sont à 8000 marins. Mais on remonte. Lorsque le Steverwind sort de la tempête, le Yushin Maru est toujours à portée. Mais il ne faut pas qu'il tarde à enclencher l'opération. Dis-leur de mettre le petit canot à l'eau et qu'on les suivra. Qu'est-ce qu'ils sont lents. Il faut être prudent, le mauvais temps risque de leur retomber dessus. Pour la première fois de la saison, Paul Watson envoie les 2 canots sur la même mission, le Delta et le Sea Rider. Comme les Sea Shepherds sont privés d'hélicoptères, le Sea Rider filmera la scène pendant que l'équipage du Delta se lancera à l'abordage. La communication entre les canots et la passerelle sera l'une des clés du succès de cette mission. On communiquera avec les 2 canots. Je ne veux pas en perdre un. C'était une équipe d'assaut 100% féminine. Potsy, n'oublie pas d'appeler toutes les 10 minutes. On ne savait pas faire marcher le GPS, qui ne contenait d'ailleurs aucune donnée. En fait, on dépendait surtout des ordres de la passerelle. La tension est à son comble. C'est la première mission de ce nouvel équipage. Il faut quelqu'un à la manœuvre, je me suis cassé le pouce. Peter, il faut qu'ils accélèrent, sinon on va devoir annuler. J'ai le pouce cassé. Le pouce cassé, comment t'as fait ça? C'est coincé dans le filin. Où est le médecin? Il est vraiment cassé. Va le voir tout de suite. C'est ce que je vais faire. Où est le médecin? Rafi, tu peux t'occuper de la mare? Attrape la mare. Embarquez dès que possible, il faut qu'on les rattrape. Allez, tout le monde à bord.
On se bouge, allez. Allez, on se bouge. Je pense qu'on n'a pas une chance sur 1000. Sincèrement, je suis le rabat-joie de l'équipage et là, je pense pas qu'on va y arriver. On a encore un canot à mettre à l'eau, allez. Je me suis porté volontaire pour monter sur le navire japonais. Même si je pense que ce sera beaucoup plus dangereux que la dernière fois et que les conséquences peuvent être beaucoup plus graves. Lancez-nous l'amarre du bateau. Larguez les amarres. On perd beaucoup de temps. Vite, sinon on va devoir annuler. Enfin, le canot Delta s'en va avec l'équipe d'abordage à son bord. Maintenant, il leur faut mettre rapidement le Sea Rider à l'eau. Mais le manque d'expérience complique le travail d'équipe. On vient de te dire d'arrêter, alors t'arrêtes, ok? Hé, on est tous dans le même bateau, alors arrêtez ça. Écoutez ce qu'on vous dit. Arrêtez quand on vous l'ordonne et reprenez vos esprits. Yann, il faut que t'arrêtes de crier. Paul, tu arrêtes tout de suite, d'accord? On a des équipiers en mer, ils comptent sur nous. Réfléchissez-y. Pourquoi ils traînent tant avec le Sea Rider? Qu'est-ce qui se passe? Ils savent qu'ils doivent le mettre à l'eau? Oui? On ne dirait pas, ils sont encore plus longs que tout à l'heure. Si le canot n'est pas à l'eau, dans 2 minutes, on annule tout. Allez! Énervé par le chaos qui règne sur le pont, Paul intervient. Donnez du mou à l'avant. C'est bon. Ils sont tous prêts à y aller? J'ai pas envie de les perdre. Alors est-ce qu'on peut accélérer? Attendez, ils sont par là, là-bas. Il faut qu'on les suive, sinon on va les perdre. Je n'ai jamais vu de manœuvre aussi lente. Les hésitations de la mise à l'eau ont coûté un temps précieux au Steve Irwin. Et les canots doivent rapidement rattraper le Yushin Maru, sinon les baleiniers vont accélérer et leur échapper. La communication entre la passerelle et les canots pneumatiques se fera à l'aide de téléphones satellites. Watson et ses officiers attendent impatiemment la suite des événements. Sea Rider, passerelle. Ils savent qu'ils sont censés appeler? Oui, toutes les 10 minutes. Lorsque l'un des canots part en mer, son pilote doit communiquer régulièrement avec nous pour nous donner les coordonnées de leur position. Je ne comprends pas pourquoi le Sea Rider n'appelle pas. J'espère pour eux qu'ils ont une bonne excuse. Sea Rider, passerelle. C'est si dur que ça de suivre un ordre. Pourquoi ces andouilles ne répondent pas? Sea Rider, passerelle. Pourquoi ils répondent pas? Sans nouvelles du Sea Rider, la passerelle appelle le Delta pour voir si au moins un de leurs 2 canots est encore sur la bonne trajectoire. Delta, passerelle. Vous voyez toujours la cible? Négatif, on l'a perdu, à vous. Bien reçu. Le Delta a rapidement perdu le Yushin Maru de vue lorsqu'il s'est mis à accélérer pour nous échapper. C'est pas vrai, on l'a aussi perdu sur le radar. On ne l'a plus. Je vais leur dire de revenir. Si on ne l'a pas sur le radar, on ne peut pas continuer la mission. Il faut les faire revenir, on les a perdus. Dis-leur de récupérer le Sea Rider au passage. Passerelle, Delta. Revenez et récupérez le Sea Rider en cours de route. Bien reçu. On a laissé passer notre chance. Je comprends pas ce qu'il y a de si compliqué à appeler toutes les 10 minutes. Je sais pas si une telle occasion se représentera. Crétin. Le Sea Rider est le premier à revenir au Steve Irwin après l'échec de l'opération.
On les a perdus et on n'a pas réussi à les retrouver. Malheureusement, on a dû faire demi-tour. Cette fois-ci, ils se sont échappés, mais j'espère qu'on aura une deuxième chance. L'équipage du Sea Rider, très déçu, est convoqué par Paul Watson pour expliquer pourquoi ils ne se sont pas servis de leur téléphone satellite. T'étais dans le Sea Rider? Ouais, Pourquoi vous n'avez pas appelé? il était éteint. Éteint. Il était dans le sac étanche. Vous êtes censé appeler toutes les 10 minutes. Mais les mauvaises nouvelles ne sont pas terminées. Le docteur David Page examine le pouce de Peter Brown. Ça donne quoi? Je n'arrive pas à savoir si c'est une blessure ligamentaire ou s'il s'est fracturé tout le pouce. Vu l'étendue de la blessure, je dirais que c'est une fracture. La tension est à son comble lorsque le second canot revient avec à son bord l'équipe d'abordage féminine. Mais là aussi, la malchance a frappé. Appelez le médecin. Le médecin, vite! Qu'est-ce qui se passe? Shannon est blessé. Qui a vu ce qui s'est passé? La blessure de Shannon semblait très grave. Elle s'est écroulée dès qu'elle est arrivée sur le pont. L'équipe médicale doit déterminer rapidement si elle est en danger de mort. J'entre. Attends que je sois passé. Shannon semble s'être blessée au bassin. Ils ont utilisé un hamac comme brancard pour l'emmener au mess. Ça me fait mal quand j'appuie sur cette jambe. Tu sens ton bassin quand je fais ça? Oui, ça va. Mes jambes ne bougent pas. Je peux pas bouger les jambes. Shannon pensait qu'elle avait une fracture du bassin. Je sais que ce genre de fracture peut entraîner une grave hémorragie. À des milliers de kilomètres de l'hôpital le plus proche, le docteur David Page ne sait pas s'il a de quoi prodiguer les soins nécessaires à une blessure aussi grave. Par chance, un hôpital m'avait donné des médicaments, ce qui m'a permis de lui administrer un anticoagulant pour réduire le risque de caillot. Avec une fracture du bassin, un caillot serait une catastrophe pour une personne immobilisée. Le deuxième lieutenant Peter Hammerstead interroge Dan Bebaoui, qui pilotait le Delta. Qu'est-ce qui s'est passé avec Shannon? Quand on a retrouvé le Sea Rider, je pensais que toutes les équipes d'abordage devaient revenir. Peter et moi, nous étions très déçus et mécontents. Shannon était assise à l'avant, juste devant les commandes. Elle n'était pas dans un siège et la mer était agitée. J'ai dit à tout le monde que ça allait secouer. Une vague nous a fait décoller sans prévenir. On a plané complètement hors de l'eau avant de retomber. J'entendais le moteur qui tournait. Elle est retombée très violemment à l'avant du Delta. Elle m'a fixé du regard, l'air de me dire que quelque chose n'allait pas et qu'elle s'était blessée très gravement. Je m'en veux, même si elle dit que c'est sa faute, pas la mienne. Je me sens quand même responsable. C'est moi qui étais aux commandes, donc elle était sous ma responsabilité. Peter Hammerstead réunit l'équipage pour discuter des événements de la journée. Aujourd'hui, plusieurs choses ont cloché. Beaucoup de choses même. Toutes les blessures d'aujourd'hui auraient pu être évitées. Même sur une mer d'huile, il peut toujours se passer quelque chose sur le Zodiac. Il faut toujours rester sur ses gardes. Vous devez nous appeler par radio toutes les 10 minutes, sinon on va craindre le pire et vous ordonner de revenir.
Vous devez obéir aux officiers. On peut toujours en parler plus tard, mais vous devez faire ce qu'on vous dit. Pour l'instant, ils sont certainement en train de fuir et pas de chasser, donc c'est un bon point. On va répéter les manœuvres plusieurs fois parce que c'est de là que sont venus nos problèmes. Il faut tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Même si les officiers disent que personne n'était en faute, certains membres d'équipage ne sont pas du même avis. Nous travaillons selon une hiérarchie stricte. L'équipage est formé de volontaires qui n'ont pas forcément l'habitude d'évoluer dans un système aussi autocratique. Très souvent, des disputes éclatent lorsque des ordres sont donnés. Les ordres ne sont pas suivis ou sont ignorés. Ça n'est pas bon, en particulier pour la sécurité. Je t'ai demandé de t'asseoir complètement dans le canot. J'aurais écouté Dan s'il me l'avait demandé. S'il me l'avait ordonné, je l'aurais fait. Mais tu comprends pourquoi je te l'ai dit. Non. Il n'est pas conçu pour que les gens s'assoient ailleurs qu'aux emplacements prévus. Et si jamais on s'y met quand même, il faut se caler le plus bas possible. Même si vous vous sentez en sécurité, je peux vous garantir que vous allez vous faire éjecter. Tomber à l'eau, ce n'est quand même pas la fin du monde. Il faut qu'on se sorte cette peur de la tête. Je crois que tu ne sais pas à quel point ça peut être dangereux. C'est une question d'opinion. Bien sûr que non. Les esprits ont commencé à s'échauffer parce qu'on parlait de danger mortel. Tu n'es pas le capitaine. C'est vrai. Le capitaine. Mais il y a une hiérarchie. Elle commence par le capitaine. Oui, le capitaine est au-dessus. Mais ensuite, il y a le commandant en second, le deuxième lieutenant et le maître d'équipage. Mais le capitaine n'était pas au courant. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est la leur. Bien sûr que si. On n'a pas arrêté de te dire de les appeler par radio pour leur demander. On était déjà partis. Shannon et moi, on savait qu'on ne pouvait pas... Je vois pas ce que ça apporte. Franchement, ça nous aide pas du tout. Laisse tomber. Si je peux dire quelque chose. Si vous voulez discuter de notre mode de fonctionnement, allez-y. Mais je dois remonter sur la passerelle. Quand le pilote du canot vous dit quelque chose, prenez-le comme un ordre venant de la passerelle. Parce que tous les ordres passent par le pilote. C'est tout ce que j'avais à dire. Il faut que j'y aille. J'ai été très soulagé de savoir que Shannon arrivait à uriner sans problème. Ça confirmait que la blessure n'était pas trop grave. Le médecin vérifiait ma pression sanguine toutes les 5 minutes. Il n'arrêtait pas de la prendre. Plus tard, il m'a dit qu'en cas de rupture de vaisseau sanguin dans la région du bassin, on peut mourir d'hémorragie en 10 minutes. C'est pour ça qu'il vérifiait constamment ma pression sanguine et qu'il m'a injecté un anticoagulant. C'est l'heure de la piqûre. Todemco, l'officier chargé des communications, a repéré quelque chose de suspect. Je viens de remarquer quelque chose qui ne suit pas la dérive naturelle des autres objets. Et comme ça bouge franchement plus vite que le reste, c'est forcément un navire. On les rattrape doucement sur un seul moteur. Le Nishin? Ouais, c'est ce qu'on pense. Il vient d'entrer dans un champ de glace, ça devrait encore les ralentir. Il est plus gros que tous les navires qu'on a vus au radar jusqu'à présent. Sa coque est longue et plate. On arrive presque à définir sa forme sur le radar. C'est très rare à cette distance. On avait un point sur l'écran de très grosse taille, même malgré la distance. Cela voulait dire que ce n'était pas l'un des harponneurs, et dans ces eaux, il y a très peu de navires de la taille du Nishin Maru. Le Nishin Maru est le cœur de la flotte japonaise. C'est un navire-usine de 8000 tonnes qui traite les baleines tuées par les bâtiments harponneurs et prépare la viande qui est ensuite envoyée au Japon. Les navires harponneurs n'ont aucun intérêt pour nous. Si on met le Nishin Maru hors service, ils sont bloqués. Ils ne pourront plus rien faire des baleines sans navire pour les recevoir. C'est la clé. Une fois le Nishin Maru hors jeu, ils sont échec et mat. On se rapproche. On verra peut-être le Nishin Maru de nos propres yeux. Ce sera une bonne journée pour les baleines et pour nous. Quelle est notre vitesse? 13,5. C'est pas beaucoup mieux, si? On gagne toujours du terrain. Pour moi, le Nishin Maru est le navire le plus néfaste qui hante aujourd'hui les océans. J'adorerais le couler par le fond. Alors que la nuit tombe, le Steve Irwin tente de réduire encore l'écart. On a des infos sur leur position probable. Ils sont à 20 000 de nous au sud-sud-est. On les rattrapera peut-être.
Les officiers surveillent les mouvements du navire japonais depuis la passerelle. Lorsque tout à coup, une coupure de courant général les arrête net. Les moteurs sont arrêtés, il n'y a plus de courant. Sans courant, plus de gyrocompas. Il va falloir un peu de temps avant qu'on puisse repartir sur le pilote automatique. Malcolm portait sa combinaison. Je me suis réveillée et je lui ai demandé si tout allait bien. Il y a eu une coupure générale. Il y a 5 ou 10 minutes. Juste après, le moteur principal s'est arrêté. Il est 3h30 du matin. Le Steverwind dérive à l'aveugle. Sans électricité, les systèmes de navigation, les moteurs et la barre sont inutilisables. Il faut faire la vigie pour les icebergs. Ils ne peuvent que flotter. Impuissants, incapables de diriger le navire ou d'utiliser leur radar pour surveiller l'océan, les Sea Shepherds courent de gros risques de percuter un iceberg dans les eaux glacées de l'océan austral. Dans le prochain épisode de Justiciers des mers, Nous voulons nous battre contre tout ce que nous pensons être mauvais dans ce monde. C'est le navire qui tue les baleines. Et on doit faire tout notre possible pour l'arrêter. Allez-y! Ils nous allument avec des incapacitantes. Dis-moi s'ils virent. Arrêtez le massacre des baleines. C'est le moment qu'on attendait tous.